Sur le plateau Qinghai-Xizang, à hauteur de 4500 mètres au-dessus du niveau de la mer, se trouve la seule école de la vaste région de la commune de Maduo. Les enfants des éleveurs y mènent une vie bien éloignée du monde connecté. Tu t'assois là tranquillement, écoutant le bruit du bétail qui broute. C'est un sentiment tellement agréable. Mais ils rêvent tous de s'aventurer dans ce monde inconnu. Je veux aller à Beijing et Shenzhen. Cet endroit connaît l'une des saisons hivernales les plus longues, avec des températures pouvant descendre jusqu'à moins 40 degrés Celsius. J'aurais pu mourir à cause du mal aigu des montagnes et de l'intoxication au monoxyde de carbone. Rejoignez-nous pour visiter l'école située à côté de la source du fleuve Jaune et découvrir l'histoire d'amour et d'espoir, de courage et de dévouement dans le 2e épisode de notre série en 12 parties. Le mosaïque du fleuve Jaune, grandir à la source. « 6 avril 2024, à la commune de Maduo, province du Qinghai, berceau du fleuve Jaune. Oui, nous vérifions les dortoirs pour nous assurer que tout va bien et que le feu est éteint. Sinon, il y a un risque d'intoxication au monoxyde de carbone. Je vérifie régulièrement les dortoirs 3 fois pendant la nuit, juste au cas où. Tsungdor Tsering, 28 ans, est le surveillant. J'accompagne chaque garçon qui a besoin d'aller aux toilettes la nuit. Le temps est capricieux et cela signifie que les éclairages de la route ne sont pas fiables. Je dois m'assurer que les enfants ne glissent pas et ne tombent pas lorsqu'ils vont aux toilettes. Au cœur du plateau Qinghai-Xizang enneigé, à côté du Yoigi-Langleb-ku, la source du fleuve Jaune, se trouve la seule école de la commune de Maduo. Un total de 211 enfants tibétains y étudient. Parmi eux, 90% sont des élèves internes. Tandis que le reste du pays profite du soleil printanier, je suis arrivée ici sous la pluie verglaçante et les températures glaciales. À une altitude de 4500 mètres, l'oxygène ne constitue que 11% de l'air que nous respirons, alors qu'au niveau de la mer, il peut atteindre jusqu'à 21%. C'est l'un des environnements de vie les plus difficiles au monde pour l'homme. Pourquoi maintenir une école dans un tel endroit ? Comment peuvent-ils survivre et gérer cela de manière durable ? Les enfants ici sont-ils heureux ou malheureux ? Comme je le vois si souvent dans les yeux des enfants qui grandissent en ville, les tempêtes de neige soufflaient chaque nuit pendant mes 3 jours de visite. Alors que la vie dans ce monde complètement différent se déroulait devant mes yeux, répondant aux questions qui taraudèrent mon esprit. La route a été bloquée après une nuit de chute de neige. Kunga, le directeur, dégageait le passage pour que les 20 élèves du jour, ceux qui rentrent chez eux le soir, puissent rejoindre l'école. Les enfants étaient timides et joyeux. Certains peinaient à trouver les bons mots pour me parler en chinois, reniflant bruyamment dans le froid. Aussitôt, j'ai commencé à manquer d'air à cause du manque d'oxygène. Les enfants continuaient de courir vers la salle de classe en riant.
Pour les 2 enfants de service, la première tâche du matin est de réchauffer la salle de classe. On prend une flamme de la cuisine et on allume un nouveau feu dans le poêle ici. Le fumier de vache aide le feu à bien démarrer, puis on ajoute du charbon. Les coupures de courant constituent le plus gros problème. L'électricité est générée par énergie solaire, mais le climat rude entraîne un manque constant d'énergie. Le Wi-Fi a été installé l'année dernière, mais il n'est accessible que lorsqu'il y a de l'électricité. L'école est aussi équipée d'ordinateurs, mais ils ne peuvent pas les utiliser pour la même raison. L'énergie solaire stockée est utilisée de manière très prudente. Pour économiser de l'énergie, les enseignants soufflent dans un sifflet, au lieu de sonner la cloche pour appeler les enfants en classe. Les enfants suivent leurs cours dans leur uniforme scolaire d'hiver. À ma grande surprise, je n'ai vu aucun enfant portant des lunettes. Kunga a dit qu'aucun des enfants n'était myope. Cela semble incroyable si l'on considère que le taux de myopie dans les écoles des villes chinoises est aussi élevé à 80%. Les enfants jouaient sur un terrain de football à 5 contre 5. L'école couvre une superficie équivalente à environ 5 terrains de football. Depuis le campus, je pouvais observer de magnifiques montagnes enneigées. Le terrain de football, les bâtiments d'enseignement et les dortoirs, la cantine et le gymnase de basket ont tous été construits ces dernières années. Tous les cours sont enseignés ici selon le programme national, en plus de la langue tibétaine. Je m'appelle Khadoub Dondoub. J'ai 8 ans. Je suis en première année. Ma matière préférée est la langue tibétaine. Il m'a dit qu'il voulait devenir chauffeur quand il serait grand. Parmi tous les enfants avec lesquels j'ai parlé, Changmo Lungpa, 14 ans, parlait mieux le chinois. Son objectif est de réussir l'examen d'entrée pour fréquenter l'école de la branche de l'université Minzu dans la ville de Haidong, au sud-est du Qinghai. J'ai dit à mes parents que quand je serai grande, je voudrais absolument trouver un bon travail et gagner beaucoup d'argent pour pouvoir les emmener visiter de nombreux endroits. Kunga a dit que les enfants, âgés de 7 à 16 ans, viennent tous de familles de bergers. Beaucoup de leurs parents n'ont pas eu une grande éducation, mais ils sont déterminés à envoyer leurs enfants à l'école. Ils disent qu'aujourd'hui, rien n'est possible sans connaissances et compétences de base en communication, comme aller faire des courses en ville, voir un médecin, utiliser un téléphone ou même travailler en tant que berger. Tout le monde a accès à l'éducation aujourd'hui. On ne peut pas grandir sans rien. Une personne doit absolument chercher à acquérir des connaissances. On verra comment ça se développe. De toute façon, on ne veut pas qu'ils vivent comme nous et restent ici pour toujours. Peu importe si notre fils réussit et poursuit son rêve loin de nous.
La commune de Maduo abrite une population de bergers nomades de près de 6000 personnes. Ils élèvent des yaks et des bétails traditionnellement depuis des générations et se dispersent sur un vaste territoire de 13 000 km², soit une superficie presque équivalente à celle de l'État de New York. La densité de la population est de 2 personnes par kilomètre carré. En 2012, quelques écoles sous-staffées de Maduo ont été fusionnées et les élèves et enseignants ont déménagé ici pour s'intégrer à cette école primaire de la commune. Ces enfants viennent de 16 communautés réparties sur Maduo. Certains doivent parcourir 100 km pour se rendre à l'école et quelques autres plus de 200 km depuis leur maison sur le pâturage. J'ai demandé à Tsungdor Tsering, le soigneur des enfants, ce que représentait 100 km dans cet endroit. Cela signifie que c'est très, très loin. Vous mettez au maximum 2 heures pour parcourir 100 km dans le comté. Ici, il vous faut au moins 4 ou 5 heures à cause des mauvaises conditions routières. S'il neige fortement, vous ne pourriez même pas y arriver. J'ai fréquenté une école en pensionnat dans le comté quand j'étais enfant et je ne rentrais chez moi qu'à la fin de chaque semestre. Mes parents venaient me chercher en moto. Il faisait tellement froid que votre corps devenait vite engourdi. C'est juste parce que nous vivons trop loin. Ce n'est pas que vos parents ne vous aiment pas ou ne se soucient pas de vous. Ils n'ont tout simplement pas le choix. Changmo Longpa, élève de 6e, a dit que cela ne la dérangeait pas si elle ne rentrait pas chez elle pendant une semaine. Mais si c'est 2 semaines d'affilée, je me sentirais seule, surtout quand mes camarades de classe rentrent chez eux le week-end. Là, je commence à avoir le mal du pays. Parfois, je pleure. Tsungdor Tsering a dit que, comme il avait lui-même été pensionnaire, il pouvait comprendre sa douleur. C'est pourquoi je tiens tellement à ces enfants. Je sais combien cela fait mal. Nous avons un enfant qui était un élève externe pendant les 5 premières années, mais qui est devenu pensionnaire en 6e, car sa famille a déménagé sur un pâturage éloigné. Il ne s'y est pas habitué, et chaque nuit, il venait me voir en pleurant. « Comment l'avez-vous réconforté ?» ai-je demandé. Je me suis assis à côté de lui et je l'ai laissé pleurer un moment. Oui, vous ne devez pas interrompre son humeur si vous le comprenez vraiment. Sinon, il se sentirait encore plus mal. Je resterai simplement avec lui et je lui parlerai quand il aurait fini de pleurer. Pour la même raison, Kunga a dit que ni les 14 enseignants ni les autres membres du personnel ne peuvent rentrer chez eux tous les jours après le travail. Ils donnent tous 120% de leur travail. Chacun enseigne 20 à 30 heures de cours chaque semaine. L'âge moyen des enseignants est de 27 ans. Beaucoup sont nouvellement recrutés. Mais ils ne resteront pas longtemps ici. Normalement, ils choisissent de partir après leur mariage. Après tout, c'est trop difficile de s'occuper à la fois de ses enfants et de ses parents en continuant de travailler ici, comme ça. C'est assez compréhensible. La professeure de mathématiques, Mao Jianling, 32 ans, originaire de Xining, la capitale de la province, est la seule chinoise Han ici. Elle a dit qu'elle avait eu du mal à s'adapter quand elle est arrivée il y a 2 ans, après avoir obtenu une offre d'emploi. Si ce n'était pas grâce à notre directeur qui m'a aidée à temps et qui m'a apporté des médicaments et de l'oxygène, je serais morte à cause du mal d'altitude et de l'intoxication au monoxyde de carbone.
Et quand les enfants ont appris que je venais de Xining et que je ne parlais pas tibétain, ils ont fait de gros efforts pour apprendre et me parler en chinois. Ils venaient dans mon dortoir et restaient un bon moment avec moi, me demandaient « Tu t'habitues à vivre ici? Tu as attrapé un rhume? Tu te sens chez toi ici? Tu vas retourner à Xining ?» Quand ils revenaient à l'école après le week-end, ils apportaient toujours des goûters et du lait de chez eux. Ces enfants, le directeur Kunga et mes collègues, ils m'ont tous tellement aidé. Je pense que c'est pour ça que je suis toujours ici. Tsungdor Tsering a dit qu'il avait aussi pensé à partir peu après avoir commencé à travailler ici. Mais peu à peu, on s'attache tellement à ces enfants qu'on veut rester avec eux. En fait, être avec eux vous rend tellement heureux. Ils font de leur mieux pour être gentils avec vous. Dès qu'ils rentrent chez eux, ils vous rapportent toujours quelque chose, même si c'est juste un bonbon. Vous savez, ils n'ont pas beaucoup de bonbons comme les enfants dans le comté, mais même s'ils n'ont qu'un seul bonbon, ils me l'apportent. C'est ce qui me touche le plus. Les enfants sont-ils heureux? Vraiment, oui. Ils sont très heureux. Quand il ne neige pas, Kunga et les enseignants rejoignent les enfants pour un jogging à 6 heures du matin. Après l'école, le campus devient un terrain de jeu rempli d'excitation et de joie. Les enfants et les enseignants, tout le monde est là, participant à des jeux de ballon, à la corde traditionnelle, que j'adorais moi-même quand j'étais enfant, et exclusivement pour eux, le Guozhuangwu, la danse et le chant traditionnel tibétain. Ils lisent ensemble le soir. Dans chaque salle de classe, il y a un coin bibliothèque où j'ai trouvé des livres de bandes dessinées en chinois et en tibétain, ainsi que des contes de Hans Christian Andersen et des frères Grimm. Qu'est-ce qu'ils aiment le plus? Jouer au football, c'est leur loisir préféré. Les garçons et les filles, les élèves et les enseignants, Tsungdor Tsering dit qu'ils jouent toujours ensemble après avoir fait leurs devoirs. Parfois, quand il y a du Wi-Fi, je regarde un match de football sur mon téléphone avec les enfants. Bien que le commentaire en direct du match soit toujours fourni dans l'émission, je le commente quand même pour les enfants après le match. La plupart d'entre nous sont fans de Lionel Messi. Les enfants n'ont pas de téléphone portable. Ils n'ont pas non plus de télévision à l'école. Leur connexion avec le monde extérieur se fait par le biais des téléphones et des télévisions des enseignants ou des parents à la maison, lorsque le signal est bon sur leur pâturage familial. Si le temps le permet, ils rentrent chez eux pendant le week-end. C'est vrai, je ne rigole pas. Voyant que j'étais surpris, Shang Molungpa me dit à nouveau ce qu'elle fait pour aider à la maison. Je fais la vaisselle et j'aide mes parents à leur laver les cheveux et les pieds. Parfois, j'aide à faire paître les vaches et les yaks. Ce n'est pas un travail difficile tant qu'ils ne s'enfuient pas dans le pâturage de nos voisins. Je cueille des fleurs sauvages pendant qu'ils paissent l'herbe. Tu peux faire ce que tu veux. Alors tu te sens vraiment libre. Tu t'assois là tranquillement, écoutant le bruit des vaches qui paissent, le ruisseau qui coule au printemps et les oiseaux qui chantent. Tranquillement.
Tu continues à écouter, juste comme ça. C'est un sentiment tellement agréable. En la regardant pendant qu'elle me disait cela, j'ai soudainement compris pourquoi Kunga, Mao Jianling et Tsungdor Tsering, tous ceux à qui j'ai parlé, me disaient que les enfants ici sont différents de tous les enfants qu'ils rencontreraient ailleurs. Lorsque le soignant m'a dit cela pour la première fois, je ne comprenais pas et lui ai demandé d'être plus précis. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est au-delà des mots, même en tibétain. Mais si vous lisez dans leurs yeux, vous comprendrez. La seule chose que vous y voyez, c'est la pureté et l'innocence. Oui, il a raison. Je vois dans leurs yeux le ciel pur du plateau Tsingrai Xizang. Changmo Lungpa m'a dit que son expérience la plus heureuse, cependant, a été la première fois qu'elle a voyagé loin de chez elle. C'était quand je suis allée à Beijing. Mao Jianling, l'enseignante Han de Xining, a dit qu'elle était très impressionnée par la curiosité des enfants et leur désir de découvrir le monde extérieur. Ils savent tous que je viens de Xining, alors ils viennent me demander pourquoi je suis venue leur enseigner d'aussi loin. Comment c'est à Xining? Comment les enfants là-bas sont-ils différents d'eux? Comment étudient-ils à l'école? Je leur montrais des photos des enfants là-bas et leur disais « Si vous travaillez dur, vous arriverez à l'école de la branche de l'université Minzu. De là, vous pourrez aller plus loin dans un monde encore plus grand. » Je pense que, pour eux, l'école annexe est désormais le plus grand objectif, et Xining est le lieu le plus lointain, leur terre sacrée. Comme New York ou Londres pour de nombreux enfants des pays occidentaux, j'imagine. Je veux aller à Xining. Je veux aller à Beijing et Shenzhen. Au comté de Kumalai. Je veux devenir enseignant pour aider les autres enfants. Pompier. Je veux devenir médecin. Policier. Aller à Beijing et devenir footballeur. Maduo est actuellement la seule localité du comté sans approvisionnement électrique fiable. Le directeur de l'école a annoncé qu'un service d'électricité stable serait bientôt mis en place. Oui, je suis prêt. Nous sommes entièrement préparés pour ce jour-là. Avec une alimentation électrique fiable et un accès à Internet, nous pourrons lancer un enseignement multimédia en ligne permettant aux enfants de suivre des cours donnés par des professeurs d'autres endroits, comme Xining. Ensuite, nous installerons le système de chauffage. Ce sont mes 2 plus grands objectifs cette année. L'enseignement et l'apprentissage seront considérablement améliorés grâce à l'enseignement multimédia. Notre écart avec le monde extérieur sera largement réduit. Bien que de nombreux enseignants et éducateurs souhaitent que les enfants profitent des avantages de la connexion et du confort apportés par la technologie, j'ai perçu une certaine inquiétude, une crainte que ce qu'ils chérissent le plus ne disparaisse.
Tsungdor Tsering m'a confié qu'en primaire, dans le comté, il était accro aux jeux en ligne. Nous étions trop jeunes pour nous contrôler et nous faisions souvent l'école buissonnière pour aller dans les cybercafés. Ici, il n'y a pas d'enfants comme ça. Ce n'est pas une mauvaise chose d'être confronté à ces choses plus tard, quand on est plus apte à se maîtriser. Les enfants sauront faire la différence entre le bien et le mal une fois l'école primaire terminée. Kemi Wangmo, qui enseigne le chinois depuis 2 ans, estime que l'Internet a ses avantages et ses inconvénients. Même si nous vivons dans un environnement naturel rude, les enfants sont honnêtes et bienveillants. Ils connaissent peu le monde complexe de l'extérieur et possèdent ainsi une qualité rare de ceux qui grandissent en ville. J'espère qu'ils garderont toujours cette pureté. J'espère qu'ils apprendront ce qui est bon et éviteront ce qui est mauvais. Et alors que la modernité et la technologie atteignent le plateau et son mode de vie ancestral, rapprochant ces enfants du monde extérieur, je me demande si les enseignants resteront plus longtemps. Tsungdor Tsering m'a dit qu'il n'avait pas prévu de partir pour l'instant. Je veux encore travailler ici et accompagner les enfants. Lui ai-je demandé s'il ressentait un sentiment d'accomplissement dans son travail. Il a réfléchi un instant. J'ai passé plusieurs nuits blanches à veiller sur des enfants malades. Est-ce que ça compte? Kemi Wangmo a expliqué que les enseignants vont et viennent constamment. Ce serait bien pour les enfants si nous pouvions rester et les accompagner de la première à la 6e année. Je suis déterminée à rester, sauf si ma vie change radicalement. Mao Jianling est désormais responsable d'un groupe d'enseignement et de recherche. Si l'on peut survivre et bien faire son travail ici, cela en vaut la peine. Kunga travaille ici depuis 9 ans. Marié et père de 2 enfants, il ne rentre à Xining que pendant les vacances ou occasionnellement, lors de déplacements professionnels. Il est rentré 5 mois plus tôt pour la naissance de son 2e fils. 3 jours après, il était déjà de retour à l'école. Eh bien, c'est la vie. Il faut faire un choix. Je veux que ces enfants aient une belle enfance. Il s'est interrompu. Puis, en regardant les enfants, il a repris. Comment dire? Ils ne sont jamais allés nulle part. Lorsqu'ils ont la chance de voyager, tout ce qu'ils voient leur paraît nouveau. Chaque fois que j'assiste à cela, j'ai le cœur serré pour eux. Alors, je veux qu'ils puissent sortir des montagnes. Je veux qu'ils voyagent et découvrent le monde.